dans une petite minute, quoi. Eh bien, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Euh, nous vous accueillons ce soir pour le cycle de conférences sur la thématique culture et pouvoir, qui est donc un partenariat entre le Carreau du Temple et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et d'un projet de cours que nous faisons en Master 1 direction de projets culturels. Le sous-thème derrière culture et pouvoir que nous avons choisi, c'est l'émancipation culturelle en milieu carcéral. Merci à nos intervenants et intervenantes, Caroline Toureau, Linda Longin et Sébastien Bourse, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Merci de venir. Voilà. Alors, pour vous les présenter brièvement, Caroline Toureau est docteure en sociologie, chercheuse associée au CESDIP, vous nous en parlerez, et spécialiste des institutions et plus particulièrement de la prison. Elle est également autrice de La culture en prison, les médiations de la rencontre du culturel et du pénal, et a également rédigé Vieillir en prison, par exemple, et bien d'autres choses dont vous nous parlerez peut-être. Nous avons le plaisir d'accueillir Linda Longin, aussi, qui est professeure en arts plastiques et a enseigné les arts plastiques en détention entre 2013 et 2021. Nous avons également avec nous Sébastien Bourse, avec qui vous travaillez. Sébastien Bourse est responsable des publics et de la diffusion au FRAC, donc Fonds régional d'art contemporain de Reims. Il a notamment initié plusieurs projets de création et de médiation au quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Reims. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être là ce soir. Ça nous fait très plaisir et on a hâte d'entendre ce que vous nous avez à dire. Ce que vous avez à nous dire. Pardon. Alors du coup, pour poser un peu les bases de cette conférence et les questions qu'on se posait et peut-être que tout le monde se pose, nous chercherons à interroger les liens entre culture et pouvoir au sein du milieu carcéral. Quelle est la place de la culture en milieu carcéral? Comment les activités culturelles en prison peuvent être des facteurs d'intégration et de cohésion sociale? Ces activités sont-elles génératrices de nouveaux rapports de pouvoir et de hiérarchie entre les détenus? Voilà. Comment concilier émancipation et enfermement, libération des esprits et emprisonnement des corps? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec vous aujourd'hui. Et pour ce faire, on va suivre trois thèmes, notamment le premier qui est qu'est-ce que la culture au sein du système carcéral, le deuxième, la mise en œuvre des interventions en milieu carcéral, et en troisième partie, les effets des activités culturelles sur les détenus. Pour commencer, je vais vous poser une question, Sébastien Bourse. Comment la culture en prison est-elle institutionnalisée? Quel est le cadre juridique et dans quelle mesure s'inscrit-elle dans une politique culturelle? Bonjour, merci de m'avoir permis d'être là ce soir. Alors, il y a plusieurs questions dans cette première question. Alors d'abord, comment ça s'inscrit dans une politique culturelle? Alors là, je vais parler des missions de l'institution dans laquelle je travaille, donc le FRAC Champagne-Ardenne, mais je pense qu'on peut retrouver des choses équivalentes dans toutes les structures culturelles, artistiques. C'est simplement que ça fait partie de nos missions de travailler avec les publics les plus larges et d'ouvrir nos pratiques artistiques et les pratiques qu'on défend au public éloigné de la culture et en particulier au public empêché. Donc évidemment, les détenus, le milieu carcéral fait partie de ces publics.
Et donc, voilà, ça fait simplement partie de nos missions de travailler avec ces publics. Alors, est-ce que ces pratiques culturelles se sont institutionnalisées? Oui, alors institutionnalisées, j'ai toujours l'impression qu'il y a un petit côté un peu péjoratif derrière ce terme, ou en tout cas qu'on sous-entendrait comme ça que ce serait moins bien parce que ce serait institutionnalisé. Moi, on peut en débattre, hein, mais je pense que ça nous emmènerait un peu loin tout de suite. Oui, oui, globalement, beaucoup de ces pratiques sont institutionnalisées, en tout cas pour nous qui travaillons dans des institutions d'autant plus, et puisque nous répondons à des appels d'offres, à des projets qui se mettent en place conjointement, qui sont co-construits entre le ministère de la Culture, le ministère de la Justice, les institutions, les artistes. Donc oui, évidemment, pour nous, elles sont institutionnalisées. Pour l'INDA, c'est l'éducation nationale, donc là aussi, un cadre administratif qui est quand même pas rien. Mais néanmoins, c'est une vraie question parce que nous, ça fait très longtemps qu'on voulait travailler en prison. Je travaille au FAC depuis 20 ans, pour le dire. Et en gros, pendant 10 ans, on a un peu galéré. On a vraiment eu du mal. Et en fait, finalement, ce n'était pas si facile que ça de franchir la porte de la prison. Et on ne trouvait pas le bon... la bonne clé, quoi, tout simplement. Et donc, ça a beau être institutionnalisé, ça reste difficile, ça reste parfois un peu sinueux, parfois un peu obscur, parce que c'est vrai que nous, on ne connaît pas forcément le monde de la justice, tout simplement. Enfin, on ne connaît pas les partenaires, on ne connaît pas qui fait quoi exactement. Donc oui, ça peut être assez compliqué malgré cette institutionnalisation. Et puis surtout, moi j'ai été témoin de plein de choses qui se passent encore en maison d'arrêt, enfin notamment à Reims, encore récemment, qui se font de façon beaucoup plus informelle, parce que chaque maison d'arrêt, chaque directeur, chaque éducateur a encore la possibilité de faire venir des gens, de faire entrer des gens, de travailler avec des personnes de façon assez libre et finalement en fonction aussi de leurs propres envies, de leurs propres volontés. Et d'ailleurs, je pense que quand Linda m'a invité la première fois à intervenir dans ses cours, c'était de façon assez... c'était un peu... voilà, on ne s'imaginait pas de tout ce qui allait se passer par la suite. Donc voilà, c'est institutionnalisé, mais pas seulement. C'est oui et non. Et alors, je ne sais plus trop, il y avait une troisième partie dans la question, c'était le cadre juridique. Ben oui, le cadre juridique, globalement, alors pour nous, en tout cas, on répond à des appels à projets, qui sont des appels à projets culture-justice, qui sont donc des projets portés conjointement par le ministère de la Justice et le ministère de la Culture, et voilà, qui sont, je crois, je pense que beaucoup de projets qui ont lieu en prison passent par cet intermédiaire-là, en tout cas pour les structures culturelles aujourd'hui. D'accord. Quels sont donc les enjeux de la culture en prison? Démocratisation sociale, réinsertion. Est-ce que, Madame Longin, vous pourriez répondre à cette question? Oui, alors bonsoir à tous. Alors, c'est vrai que la question de la démocratisation sociale, moi, me pose toujours un petit peu problème parce que, en gros, moi, je l'aperçois comme un peu une catégorisation des détenus alors que les choses ne sont pas aussi simples. Alors, effectivement, on peut évidemment rapprocher une partie des détenus de certaines CSP, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a parmi les détenus des détenus qui ont une culture, qui ont un cursus scolaire qui leur permet ou qui leur a permis d'accéder déjà à la culture pratique artistique, des rencontres avec des artistes. Alors évidemment, on est bien tous d'accord, ce n'est pas du tout une majorité, mais ça existe aussi. Hein. Donc c'est vrai qu'on a tendance à avoir des représentations de la détention et des maisons d'arrêt qui ne sont pas forcément la réalité en quelque sorte. Alors, les enjeux de la culture, moi j'interviens évidemment au départ au titre de l'éducation nationale, donc avec des programmes de l'éducation nationale, avec des choses dont on débattra tout à l'heure par rapport à la question de la mise en œuvre. Mais l'enjeu de la culture, c'est déjà favoriser donc l'accès à la culture, évidemment, pour des jeunes, puisque là, nous, moi, j'ai toujours enseigné à un public mineur. L'enjeu de la culture, c'est vraiment les rattacher dans un premier temps à de la connaissance, mais aussi à un cursus scolaire, puisque effectivement, une partie d'entre eux sont sortis de l'école assez tôt, et ce temps consacré à la culture, à la connaissance de l'art, à une pratique artistique, c'est aussi leur permettre de rattraper du temps, entre guillemets, qu'ils auraient perdu durant une scolarité qui aurait dû en quelque sorte exister. Donc ça, c'est un premier point et c'est un enjeu qui est vraiment important en détention. Il y a aussi le fait de les extraire du quotidien.
parce qu'effectivement, il y a la représentation qu'on peut se faire de la détention à travers ce qu'on peut voir à la télé, mais il y a la détention telle qu'elle est réellement, et le quotidien est très particulier. Donc, cette soupape, je dirais, à travers différents dispositifs dont Sébastien a parlé tout à l'heure, mais nous en particulier par rapport à la culture, cette soupape-là, elle est importante et elle est nécessaire à travers différentes entrées, c'est-à-dire qu'il y a la connaissance de soi, il y a le fait d'aborder des milieux, des connaissances qui ne sont a priori pas les leurs au départ. Et voilà, cette soupape, cette possibilité de s'extraire temporairement d'un quotidien difficile, parce qu'effectivement, la détention, c'est quand même une vie très particulière, avec une temporalité aussi particulière, avec des intervenants voilà, qui sont là pour un instant, mais la vie continue autour de ces interventions. Et il y a aussi la question de l'ouverture au monde. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance propre voilà, de ce qui va être découvert pendant le temps d'intervention, la rencontre avec un artiste, connaissance d'œuvre, des connaissances autour de la pratique, mais il y a aussi le fait de pouvoir se projeter dans un après. Et le travail de la détention, c'est effectivement enseigner, alors pour ma part en détention, mais c'est aussi construire avec eux ce que sera la suite, ce que sera l'après, ce que sera leur vie d'apprenants, de citoyens, avec tous les enjeux sociaux et culturels. Enfin, j'espère avoir répondu à la question. Oui, oui, oui. Et effectivement, c'est des choses qu'on ignore. Effectivement, ces murs nous empêchent de nous le voir. Et du coup, vous disiez qu'il y avait donc un peu un manque de connaissances. Et je me demandais, et peut-être que Madame Toureau pourra nous répondre, euh, euh, pourquoi pouvons-nous constater un manque crucial de recherche sur ce sujet? Bonjour à tous, merci aussi de votre invitation. Je suis ravie de participer à ce débat sur un des thèmes qui me semble important à porter sur la prison, qui ne paraît pas toujours prioritaire et qui pourtant est vraiment important. Alors, manque de recherche sur la prison. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il n'y a pas de connaissances et de travaux de recherche scientifique sur la prison. Depuis le début des années 2000, il y a eu, depuis le scandale suite au livre de Dominique Dasseur, il y a eu des rapports parlementaires. Et puis, il y a eu toute une littérature en sociologie qui s'est développée avec des approches très différentes, portant sur des thématiques très différentes. Donc, il y a aujourd'hui, effectivement, matière à connaissance sur la prison, évidemment, avec des angles morts. Par contre, la culture, effectivement, n'a pas été un des objets les plus explorés. Et effectivement, il y a un manque de connaissances, là je vous rejoins, sur la thématique de la culture en prison et sur les travaux que l'on a à disposition actuellement. Ils ont un certain nombre de spécificités qui font qu'ils ne répondent pas à l'ensemble des éléments de besoin de connaissances. Ce que l'on trouve actuellement en termes de connaissances scientifique, si on peut dire comme ça, sur la prison, sur la culture en prison, pardon, c'est souvent des évaluations qui sont faites un peu à chaud, souvent assez rapidement ou en cours de projet, souvent par les parties prenantes, entre guillemets, du projet, donc par les artistes, par les financeurs, etc. Parce qu'il y a effectivement dans les politiques publiques actuellement des enjeux d'évaluation et de justification des finances qui ont été engagées dans un projet. Donc, on trouve beaucoup et de témoignages aussi qui sont très riches. Je ne dénigre pas du tout ce type de travaux, mais en tout cas, ça fait qu'on n'a pas une connaissance pleine et entière de ce qui se joue dans les activités culturelles en détention. Donc, c'est vrai qu'il manque, à mon sens, alors, pardon, je termine sur la question de l'évaluation, avec des éléments sur l'évaluation dans ces travaux qui manquent beaucoup sur quels sont les critères qui sont retenus pour évaluer un projet culturel en détention. Bien souvent, les projets culturels, une exposition, on va compter le nombre de visiteurs. En détention, ce n'est pas possible. Donc, on peut l'évaluer en fonction de la satisfaction des détenus, mais là aussi, si l'objectif, c'est la réinsertion, on voit que l'objectif de satisfaction ne permet pas de répondre, de mesurer si l'objectif de réinsertion est atteint ou pas. Donc, toutes ces recherches en termes d'évaluation nécessitent vraiment de s'interroger sur les objectifs qui sont évalués et à partir de quels critères ces objectifs sont évalués. Et jusqu'à présent, dans les études disponibles, on n'a pas ces éléments-là. Donc, moi, je plaide, si je peux me permettre de l'exprimer ainsi, effectivement, pour qu'il y ait des travaux de recherche
plus universitaire, qui se développe, qui soit un peu détaché des enjeux d'évaluation des politiques publiques. Ce qui me semble extrêmement important, c'est que ce soit des travaux de recherche qui se développent en ayant le souci d'avoir le point de vue de l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la culture en prison, c'est-à-dire autant les personnels de surveillance qui œuvrent d'une certaine manière, voire beaucoup, au fait que les actions se fassent, ou qui par ailleurs parfois sont des freins, mais ça peut se comprendre par une certaine logique de relations carcérales, qui intègre évidemment le point de vue des artistes, évidemment le point de vue des détenus qui sont impliqués, mais aussi le point de vue des détenus qui n'ont pas été intégrés à ce processus d'évaluation, et puis voilà, que les regards soient vraiment croisés. Le deuxième élément qui me semble important pour le développement de nouvelles recherches et qui apporterait des nouvelles connaissances, c'est que ce soit des recherches qui impliquent à la fois un spécialiste de la prison et à la fois un spécialiste de la culture. Je pense que uniquement des spécialistes de la culture passent à côté d'une connaissance spécifique du cadre carcéral qui interfère nécessairement dans la manière dont se passent les activités en détention, et à revers, et j'en ai eu l'expérience, de réaliser des recherches sur la culture en prison uniquement à travers le prisme carcéral et la spécialité prison. Je pense que ça fait passer à côté de certaines choses. Et le dernier axe pour développer ces recherches qui me semble important, c'est aussi de les évaluer sur des temps différents, c'est-à-dire évaluer l'impact de l'effet de ces activités sur un temps court, comme c'est habituellement fait aujourd'hui, mais aussi sur un temps plus long. Et donc de faire, si possible, mais je sais que ça demande des méthodologies très compliquées, des suivis de trajectoire, des suivis de cohorte, pour savoir comment cette expérience, qui souvent a été temporaire en prison d'expérience, s'inscrit durablement et qu'est-ce qu'elle a laissé comme trace sur un temps plus long. Nous avons besoin de vous, définitivement. Je rebondis un peu sur ce que vous disiez et sur l'importance des travaux de recherche et sur vos écrits. Vous parlez dans un de vos ouvrages de culture carcérale. Et je me demandais, qu'entendez-vous par cette expression? Est-ce que voilà, ça décrit les activités culturelles en milieu carcéral, ou est-ce que voilà, qu'est-ce que vous entendez derrière cette question? Alors, c'est un concept que, pour le coup, moi, je ne mobilise pas dans le sens d'une culture spécifique au monde de la prison. Ça a été conceptualisé, notamment dans les premières recherches aux États-Unis, autour de travaux qui montraient qu'il y avait une culture carcérale dans le sens où il y avait un rapport de normes, de valeurs, de relations, de normes interactionnelles, si on peut le formuler comme ça, qui était spécifique au monde carcéral. Ça a été depuis en grande partie déconstruite, cette notion de culture carcérale entendue comme ça, parce que les travaux de recherche les plus récents, on va dire, montrent qu'il y a une certaine porosité entre l'intérieur et l'extérieur, et que la prison, ce n'est pas un microcosme complètement fermé, mais on dit que c'est un zoom sur la société extérieure, que c'est un miroir de ce qui se passe aussi à l'extérieur, que les détenus ne font que passer, alors pour les détenus non peine, j'entends bien que ces éléments peuvent choquer, mais en tout cas que les détenus sont là pour un temps, qu'ils viennent avec ce qu'ils sont de l'extérieur et qu'ils n'endossent pas une culture spécifique et qu'ils n'oublient pas toutes leurs valeurs précédentes. Voilà. Donc c'est un concept sur lequel je suis assez, entre guillemets, ambigu et partagé, sur lesquels il y a débat. J'ai sûrement utilisé dans mes textes le terme de culture carcérale pour effectivement englober tout ce qui se passe en termes d'activité culturelle en prison. Et là, c'est vraiment important d'insister, peut-être que d'autres compléteront pour insister. Alors, d'abord, effectivement, sur le fait qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de culture en prison avant même qu'on l'apporte. Donc, ça a été déjà un petit peu évoqué par Linda. Certes, ce sont des publics éloignés de la culture, mais il y a tout un ensemble de personnes détenues qui avaient une activité culturelle, pas forcément ce qu'on représente comme la culture légitime, mais il faut faire attention à ne pas non plus imposer du coup une vision unique de ce que c'est que la culture, mais un certain nombre étaient déjà inscrits dans des activités culturelles ou appréciaient tel ou tel type de musique, etc. Et donc, avec la culture, ils ne sont pas complètement sans culture, même s'ils sont éloignés évidemment d'une certaine forme de culture.
Et puis par ailleurs, culture carcérale, ça renvoie aussi à des projets qui sont très très différents. Il y a des énormes projets qui se développent par des institutions culturelles très connues, très renommées, avec des budgets extrêmement importants. Et puis il y a aussi l'activité culturelle qui est faite par une prof de peinture, j'allais dire du village, ou qui habite à côté de la prison et qui vient faire des ateliers. Donc c'est important que derrière ce terme de culture carcérale, on entend qu'il y a une très, très, très grande diversité de projets qui portent d'ailleurs sur des supports très différents. Ça peut être de la photographie, du son, de la musique, etc. etc. Voilà, donc j'ai finalement plutôt déconstruit mon concept, enfin le concept que vous extrayez de mes textes, plutôt que de le définir complètement. J'espère que ça répond à vos questions. Oui, tout à fait. Et puis, c'est intéressant justement de comprendre un peu cette ambiguïté. Et du coup, pour rebondir là-dessus, Madame Longin, comment est-ce que ces activités culturelles se matérialisent voilà, en milieu carcéral? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, les activités culturelles et à la fois l'enseignement des arts plastiques, puisque c'est vraiment le cœur de mes interventions au départ, en fait, c'est assez particulier. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a une relation au temps et une relation à l'espace qui est très particulière en détention. Et il y a aussi la question de la relation, je dirais, à l'apprenant, puisque là, il ne s'agit pas d'être sur quelque chose de descendant, mais on est dans une relation de proximité. Alors, encore une fois, je parle d'un public mineur, hein, je n'ai pas l'expérience d'un public de majeur, et c'est assez différent dans le sens où souvent les mineurs sont là pour des petites peines, ou en tout cas, il va y avoir une réinsertion qui va être probablement plus rapide. Là, on n'est pas sur des longues peines, donc ça change quand même beaucoup les choses en termes de construction du savoir, en termes de mise en place de projets ou de choses comme ça. Donc, sur le temps d'intervention, je dirais qu'il y a beaucoup de précautions. Il n'est pas question de travailler comme on pourrait le faire à l'extérieur, puisque déjà dans la relation à l'apprenant, ça nécessite quand même une formalisation, ou en tout cas une extrême vigilance par rapport au code, par rapport à la relation qu'on va avoir avec eux, puisqu'on est déjà dans un espace restreint avec un tout petit groupe. C'est-à-dire que là, on n'est pas face, par exemple, à une classe de 24 ou de 30 élèves, mais il s'agit bien de construire le savoir et vraiment avoir en même temps cette proximité liée à la connaissance et en même temps la distance nécessaire au fait qu'il ne puisse pas y avoir de confusion quant à l'intervention. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réglementations liées au matériel. Je dirais qu'enseigner en détention ou amener la culture en détention, même si on a des intervenants extérieurs, même si on a des artistes comme on pourrait le voir par exemple en milieu scolaire, c'est quand même assez différent pour plein de raisons. Par exemple, la question du droit à l'image, puisqu'il y a une vraie réglementation autour de cela. On ne peut pas utiliser l'image des détenus. D'ailleurs, les détenus, je dirais qu'on connaît souvent le prénom ou le nom, mais on ne connaît pas, on n'est pas censé connaître leur histoire. Il y a cette question aussi d'ouverture sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas diffuser d'images de ce qui est fait, ou en tout cas de notre propre chef, on ne peut pas diffuser d'informations par rapport à ce qui est fait en détention. Tout ça, c'est extrêmement contrôlé. Donc la question quand même de l'enseignement ou de la culture en détention, elle est intéressante aussi parce qu'elle est très différente. Et elle est à la fois très différente pour des raisons techniques, matérielles et des questions légales. Et en même temps, alors pour mon expérience de l'enseignement avec des jeunes, des jeunes hein, des détenus qui ont moins de 18 ans, on est aussi face à un apprenant. C'est-à-dire que cette envie de découvrir, cette envie d'apprendre, cette envie de comprendre, elle est assez similaire en réalité à ce qu'on peut observer par ailleurs. Donc, c'est aussi pour ça que la question de la culture, pour moi, ça semblait être un véritable enjeu quand on a mis en place des choses avec Sébastien, parce qu'effectivement, eux ne peuvent pas sortir ou alors c'est extrêmement réglementé. Donc, l'idée, c'était vraiment d'amener à la fois cette soupape, c'est-à-dire un temps à part, des connaissances à part, mais aussi un temps consacré à la culture, à la création, dans un espace qui est leur quotidien. Donc, avec toutes les difficultés que ça comporte, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, qui se fait. C'est-à-dire que là, nous, on intervient dans le cadre, moi, dans le cadre de l'éducation nationale, Sébastien
pour la culture, mais il y a aussi des actions, des partenariats avec la justice, avec la protection, avec la PJJ. Voilà, ce n'est pas les seules interventions effectivement qui ont lieu en détention. Il y a des choses autour de la littérature, autour de la musique, beaucoup de musique quand même en détention. Hein. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Oui, oui, oui. Et tout cela nécessite effectivement toute une mise en place. Et d'ailleurs, comment s'articule tout ça entre les attentes de vous, acteurs culturels, par exemple, les responsables de la prison, les détenus, comment ça s'articule peut-être que Monsieur Bourse. Alors, comment ça s'articule? Alors, ça s'articule généralement bien, parfois de façon un peu complexe. En fait, une des difficultés qu'on rencontre en milieu carcéral, et notamment dans la mise en place de ces projets, c'est que le dialogue, il existe, mais il est... je ne vais pas dire qu'il est difficile parce que c'est un terme négatif, alors que je ne voudrais pas être négatif en fait en le disant, mais disons qu'on est tous pris par des contraintes, par des emplois du temps, et en prison, je crois, les éducateurs, les surveillants, encore plus qu'ailleurs. Et du coup, c'est pas évident de discuter en fait et de dialoguer sur la mise en place de ces projets. C'est-à-dire souvent, ça se fait un peu rapidement dans une réunion, et même si on l'anticipe, voilà, c'est parfois on aimerait le faire mieux. Et du coup, c'est vrai que les attentes, malheureusement, elles ne sont pas forcément toujours très bien définies entre ce que chacun espère, ce que chacun attend, et ça peut prêter à une certaine, on parlait d'évaluation tout à l'heure, ça peut prêter à une certaine confusion dans l'évaluation ou certaines déceptions aussi parfois. Mais bon, en tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un projet de ce type? Alors, on a beaucoup parlé de questions d'émancipation, d'éducation, d'échappatoire du quotidien, de constitution de soi aussi, parce que c'est vrai que nous, on travaille avec des jeunes adolescents la plupart du temps, donc un moment qui est quand même assez important dans leur vie. Donc, tout ça, évidemment, bon, on l'a déjà dit. En tant que structure culturelle, mes attentes, elles ne sont pas différentes de celles que je peux avoir quand je vais faire un projet avec une classe ou avec n'importe quel groupe ou n'importe quelle personne. Hein, c'est les mêmes, c'est vraiment lié de la rencontre avec une œuvre, rencontre avec un artiste, prise, voilà, que ces personnes puissent s'approprier un projet culturel, un projet de création. Donc ça, c'est la même chose que dans tout milieu. Avec évidemment des contraintes un peu particulières. Et puis finalement, après ces quelques années qui maintenant sont passées, où on a travaillé dans ce quartier des mineurs, j'ai aussi pas des attentes, mais des plaisirs personnels quand je viens faire une intervention donc au quartier des mineurs à Reims. C'est aussi l'idée que finalement, ce public, on parlait de culture carcérale juste avant, c'est un public qui a une culture qui est très affirmée en fait. Alors que ce soit une culture carcérale ou autre, mais en tout cas, ils ont tous une culture qui est assez marquée, et ils l'affirment sûrement beaucoup plus que d'autres publics et d'autres personnes qu'on peut rencontrer par ailleurs. Et c'est intéressant parce que nous, en tant que médiateur culturel, enfin tout ce qu'on veut, ça nous oblige à repenser un peu plus nos pratiques que ce serait le cas à l'extérieur, en fait. Et c'est assez intéressant pour nous d'être confrontés à ça. C'est finalement plus déstabilisant. Et cette déstabilisation-là est assez intéressante. Et enfin, moi, je l'aime bien, en tout cas. Donc, ça, c'est aussi c'est une attente qui est à côté, mais qui est aussi importante. Voilà, après oui, enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur cette question. Sans doute. Et on se demandait, y a-t-il des projets culturels dans toutes les prisons? Et sinon, pourquoi? Pourquoi le dispositif ne serait-il pas étendu? Enfin, peut-être que l'un ou l'une d'entre vous... Je peux apporter quelques premiers éléments qui pourront être complétés. Alors, d'abord, signifier qu'il y a quand même des conventions au niveau national, des conventionnements au niveau national, entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice. Donc, tout est prévu pour que ça puisse être développé, que la culture puisse être développée dans tous les établissements. Et il y a un cadre qui le favorise. Après, il y a un certain nombre de difficultés qui se présentent pour développer des projets dans tous les établissements.
J'en liste quelques-uns. D'abord, des inégalités territoriales. D'abord parce que les politiques culturelles ne sont pas dotées des mêmes moyens d'une région à une autre, et parce que par ailleurs, et que donc pour faire des projets culturels, il faut quand même souvent de l'argent, et que par ailleurs, inégalité territoriale parce que les établissements pénitentiaires sont situés à des endroits très différents sur le territoire national et plus ou moins éloignés des centres-villes. Et on observe que souvent les établissements qui sont proches des centres-villes et en tout cas qui sont accessibles par des transports en commun ont des activités culturelles qui sont plus développées, ça va de soi, parce qu'en fait, ils sont plus faciles d'accès pour les intervenants. Il faut aussi des moyens humains. Alors, il faut des moyens financiers, mais il faut des moyens humains. C'est-à-dire qu'il faut souvent aussi des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui mettent qui participent au rouage et à mettre de l'huile entre la culture des professionnels de la culture et la culture carcérale des professionnels pénitentiaires. Il y a parfois dans certains établissements des référents culturels qui œuvrent spécifiquement sur leur fiche de poste à développer des activités culturelles, mais ils ne sont pas présents sur tous les établissements. Donc ça aussi, ça peut créer des inégalités dans les établissements. Il y a des inégalités aussi en fonction du bâti carcéral. Il y a des établissements qui proposent des espaces où il est plus propice de développer des activités culturelles et d'autres qui sont ou des vieux bâtiments ou trop petits ou trop surencombrés qui font qu'il est très compliqué d'avoir accès à une salle, où on peut regrouper un certain nombre de détenus, une salle qui met suffisamment de lumière pour, par exemple, avoir de la photographie si on revient là-dessus, ou pour faire entrer des instruments de musique, etc. Donc ça aussi, le bâti carcéral, et il n'y a pas une... Enfin voilà, les prisons sont tous très différentes, ça va avoir un impact dessus. Et puis, le dernier élément que je pourrais avancer, qui a été évoqué par Linda également tout à l'heure, ça va être aussi des courtes peines ou les longues peines. Il y a plusieurs types d'établissements pénitentiaires en France, les maisons d'arrêt, les centres de détention et les maisons centrales, qui accueillent pour les maisons d'arrêt des détenus ou prévenus ou incarcérés pour des courtes peines, et les maisons centrales, j'allais dire à l'extrême, qui sont les plus sécurisées et qui sont là pour accueillir des détenus longue peine. Évidemment, selon que le détenu est là pour quelques mois ou qu'il est là pour des années, ça ne va pas être le même type du tout de projets culturels qui vont pouvoir se développer et qui vont pouvoir être pensés. Donc, ça peut créer aussi des inégalités dans l'accès à la culture que peuvent avoir les personnes détenues. Et par ailleurs, effectivement, si pour le coup j'insiste sur le côté inégalité, on peut noter que les détenus qui sont souvent choisis pour être impliqués dans les activités culturelles sont parfois ceux qui sont déjà les plus proches de la culture pour tout un ensemble de raisons qui s'expliquent et souvent ne sont pas très nombreux selon l'activité culturelle, mais voilà, souvent c'est un groupe d'une dizaine de détenus qui est impliqué, et donc on voit bien que malgré effectivement la richesse des projets, le très très grand nombre important de projets, le nombre d'acteurs qui sont mobilisés, il y a encore des publics en détention qui ont du mal à avoir accès à des activités culturelles. Oui. C'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. Et du coup, qu'est-ce qui peut faire obstacle qu'est-ce qui peut faire obstacle à la mise en place? Quelles sont les règles qu'on doit respecter aussi dans ces activités pour que tout puisse bien se dérouler avec aussi du coup le plus de détenus, enfin, quels sont... comment ça se passe, quoi. Peut-être que vous, Sébastien Bourse, Linda Longin, qui intervenez, vous sauriez nous dire un peu... Avec des obstacles, on en a rencontré beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont toujours un peu inattendus. C'est-à-dire que ça va être la clé USB qu'on n'a pas annoncée, qui va devoir passer toutes sortes d'analyses et qui, au final, ne va pas pouvoir passer parce que le fichier qu'on y a mis n'a pas le bon. Enfin, voilà. Ça peut être des choses très, très, très bêtes, enfin, voilà, auxquelles on n'était pas préparé. Parfois, c'est des obstacles un peu plus complexes. Alors, ils sont de plusieurs types, en fait. Il y a les obstacles qui viennent des détenus eux-mêmes. C'est-à-dire que parfois, ils n'ont pas envie, tout simplement. Parce qu'ils sont libres, ils sont pas, on les force
force pas à suivre un projet culturel. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas envie de venir, ils ne viennent pas. Donc il y a ça. Et il faut parfois peu de choses pour qu'un détenu vienne ou pas. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il ait vu son juge avant ou un avocat, que ça se soit mal passé, que peut-être, qu'il n'y a pas à voir l'après-midi. Il peut y avoir toutes sortes de raisons qui font que finalement on devait être 10 et puis on se retrouve à 4. Ça, c'est un premier obstacle. Bon, voilà, il y a ça. Il y a aussi des obstacles qui peuvent être liés à un contexte un peu plus général de la prison. C'est-à-dire qu'il suffit que ce soit sur une période un peu de tension, on va nous dire non, là, venez pas, reportez, ce sera mieux. On parlait de cette question des courtes peines aussi juste avant, des longues peines. Nous, en quartier des mineurs, on travaille plutôt avec des gens qui sont là pour des durées assez courtes. Pour certains d'entre eux, malheureusement, il y en a qui sont là pour des durées un peu plus longues, mais souvent qui quand même changent assez souvent. Et c'est vrai qu'il y a la question de la temporalité, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, on va faire un projet au mois de juin, et puis en fait, au mois de juin, il y a 3 détenus, et puis on se dit, non, on va plutôt le repousser un petit peu quand il y en aura un peu plus. Donc, il y a des choses comme ça très, très pratiques, en fait, tout simplement, qui viennent un peu nous obliger à repenser les choses, à les reprogrammer, les réadapter. Après, évidemment, il y a des obstacles très bêtes. Genre, Lina le disait tout à l'heure, pas de critères, ça tombe un peu sous le sens. Mais même sinon, on peut utiliser des critères, mais il faut simplement les surveiller. Et puis après, il y a des obstacles qu'on s'impose aussi parfois à nous-mêmes. C'est-à-dire que la question de quoi va-t-on parler, quel type de thématique va-t-on suivre, vers quoi on va aller. Et là, peut-être parfois on tombe un peu dans pas dans des clichés, mais qu'on se dit, tiens, on va parler de ça, pensant que ça peut intéresser des jeunes de 14, 15 ans, 16 ans. Et puis au final, on se plante complètement. Puis on va dire, tiens, on va pas parler d'homosexualité, parce que ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, il y a plein de choses comme ça, alors que c'est pas le cas. Donc parfois, il y a des obstacles qu'on s'impose un petit peu. Et puis j'en oublie sûrement. Après, il y a des... non, oui, Linda, tu peux peut-être... En détention, en réalité, il Oui. faut une grande capacité d'adaptation. Oui, voilà, c'est de toute façon. Ouais. Effectivement, c'est vrai que la question de la temporalité, je dirais que c'est un des premiers freins parce que nous, on intervenait en quartier mineur, mais d'une séance sur l'autre, pour peu qu'il y ait une extraction ou qu'il y ait un jugement, qu'il y ait quelque chose de particulier, une fouille, peu importe, en tout cas, ça va changer complètement l'organisation de la séance, de ce qu'on a prévu, de l'intervention. Il faut aussi que l'artiste se sente prêt à intervenir en détention parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément évident. Il y a les représentations et c'est vrai que souvent la détention, ça intéresse beaucoup de monde parce que on surconstruit aussi beaucoup de choses avant d'avoir vécu. Alors effectivement, c'est un contexte particulier, mais c'est aussi des personnes qu'on côtoie tous les jours, qu'on peut côtoyer à l'extérieur. Et en réalité, le système, la situation, le fait que qu'il y ait un enfermement, ça crée une situation particulière. Pour autant, je dirais qu'on est dans des schémas qu'on peut rencontrer au quotidien. Alors, les contraintes techniques, c'est sûr qu'elles sont beaucoup plus importantes que celles qu'on pourrait rencontrer à l'extérieur, mais les surveillants, en général, les personnes qui encadrent essaient au maximum de faciliter l'accès des intervenants extérieurs, font en sorte que les choses se passent le mieux possible. Et c'est vrai que c'est un savant mélange, c'est une rencontre entre plusieurs institutions, plusieurs intervenants, et voilà, c'est aussi une équation autour de cette rencontre. C'est ce qui va faire que ça va être possible ou non. Mais effectivement, il y a un certain nombre de contraintes techniques et matérielles, et surtout, il faut beaucoup de motivation. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même de l'impulsion de l'intérieur, il faut une véritable envie pour mettre en place un projet culturel et ne pas se laisser déstabiliser par des contraintes techniques, par des questions d'emploi du temps. Parce que de toute façon, à partir du moment où on accepte de travailler en détention, ça fait partie du contrat, je dirais. On sait que ça va être comme ça. Et un jour, on peut venir pour travailler et puis en fait, l'accès n'est pas possible. On sait que ça peut arriver. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de repenser les choses et puis de se réinventer au fil des événements.
Si je peux me permettre, je compléterai juste par une petite phrase pour ne pas reprendre de temps, mais effectivement, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est beaucoup d'artistes qui, en fait, mobilisaient les contraintes pour faire évoluer leur création et réintégrer ces contraintes dans le processus de création. Et donc, elles n'étaient pas forcément un frein, mais un support à développer le projet un peu différemment. Et moi, j'ai beaucoup entendu aussi, effectivement, tout est compliqué, mais on arrive presque toujours à tout faire. Il faut juste du temps, de la négociation. Ça se fait peut-être pas du premier coup, ça se fait parfois à la deuxième, troisième demande. Et on voit qu'il y a souvent, effectivement, vraiment beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés pour faire en sorte de répondre aux attentes des uns et des autres, qu'à la fois, il n'y ait pas de risque du point de vue de la sécurité, mais aussi que les artistes puissent intervenir à peu près comme ils le sentent et comme ils le souhaitent. Et il y a une vraie mobilisation plutôt très positive en général autour des projets. J'aimerais bien qu'on aborde maintenant le sujet de l'émancipation, des effets en fait de la culture sur les détenus. Tout d'abord, les projets culturels sont-ils adressés à tous les détenus sur une base de volontariat ou non? Est-ce que Monsieur Sébastien Bourse, vous sauriez nous dire? Nous, voilà, je vais répondre assez vite. Nous, donc, on travaille au quartier des mineurs et puis on a travaillé également l'an dernier dans un centre éducatif fermé, donc pas une prison, mais un lieu donc, de réinsertion, on va dire, pour des jeunes qui sont à la limite. Là, c'est des projets qui s'adressaient à oui, à tout le monde. Enfin, voilà. Mais le quartier des mineurs à Reims, c'est 10 détenus maximum, enfin voilà, une dizaine de détenus maximum, pas plus. Donc ça reste tout à fait jouable pour tout le monde. Après, comme je le disais, chacun vient ou ne vient pas. C'est pas, voilà, il n'y a pas d'obligation. Mais en tout cas, on a fait le choix de travailler avec des mineurs. C'est plus un choix. Un choix parce que voilà, on travaille avec Linda, qui travaille avec moi, c'est pas du tout. J'aimerais bien travailler un jour avec des majeurs, mais pour l'instant, c'est pas encore présenté. Mais voilà, de la même façon, enfin, pour moi, il est pas. J'imaginerais mal de devoir sélectionner qui va travailler sur un projet artistique et qui ne va pas le faire. Ça me semblerait un peu délicat. Oui, en effet. Vous parliez tout à l'heure de l'utilisation des cutters, par exemple, des choses comme ça. Quel degré de liberté est-il donné aux détenus et peuvent-ils faire des propositions, par exemple, sur des ateliers dans le cas où une des vôtres ne convienne pas, par exemple? Je ne sais pas si c'est moi qui réponds. Je peux répondre, oui. En fait, ça rejoint ce que disait Caroline Toureau tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, le projet des artistes de départ, c'est jamais celui-là qu'on fait à la fin. C'est-à-dire que c'est toujours transformé dès le début. D'ailleurs, ça va très vite. En général, la proposition des artistes, ça convient jamais, ça n'intéresse pas vraiment, et on part sur autre chose. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Et sur cette question de la liberté qui est laissée, en nous, tous les projets qu'on a montés sont toujours des projets qui sont des projets vraiment des projets de création. C'est-à-dire que l'artiste développe un projet de création avec les détenus. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est imposé, c'est pas simplement une pratique artistique, c'est vraiment un projet de création autour alors on va dire autour d'une thématique pour le dire vite, mais ce serait même un peu trop, enfin un peu insuffisant comme terme. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours la façon dont les détenus arrivent à trouver dans ces projets un espace de liberté qui est finalement assez incroyable, et un espace de liberté qui va, alors que l'intitulé de la conférence s'est tourné autour de la question du pouvoir, et un espace de liberté qui va finalement renverser un peu les notions de pouvoir dans l'établissement pénitentiaire. Alors pour donner quelques exemples, parce que là c'est un peu vague ce que je dis, mais le premier projet qu'on a fait s'appelait Bal au centre, avec une artiste qui s'appelle Sophia Sloer, et qui avait choisi de travailler. Alors bon, c'était la première fois qu'on le faisait, on n'avait pas trop de repères, et donc on avait décidé de s'intéresser un peu au quotidien des détenus, qui est quand même très souvent lié au corps et lié au sport, à l'activité physique.
Et donc, elle avait choisi de travailler voilà, autour du geste, autour de la pratique d'exercice physique. Et finalement, on s'est retrouvé à faire un truc performatif à partir de bouts de papier. Et les jeunes qui étaient là à ce moment-là ont choisi d'envahir, alors vous imaginez hein, l'architecture d'une prison, c'est-à-dire ces grands couloirs coursives avec les cellules d'un côté, puis voilà, et puis un espace au milieu. Et en fait, ils ont choisi d'envahir l'espace avec du papier, c'est-à-dire qu'ils ont créé une œuvre d'art, c'est une œuvre minimale, une espèce d'installation avec des papiers froissés, mais qui envahissait tout l'espace. Et alors que c'était assez drôle parce que finalement, c'est une œuvre qui venait complètement contraindre les déplacements des surveillants, des gens qui faisaient le ménage, enfin, de tout le monde. Et eux aussi, d'ailleurs, ils se contraignaient eux-mêmes parce qu'ils ne pouvaient plus passer d'une cellule à l'autre. Il fallait faire un grand détour pour ne pas marcher dessus. Et le truc est resté quand même quasiment, alors Lina, tu me diras, mais je crois que c'est resté un mois, plus d'un mois dans le quartier des mineurs. Donc, aussi un grand respect pour leur création. Mais voilà, ils ont réussi à trouver un truc qui est une espèce de façon de jouer avec l'architecture et de détourner l'architecture pour reprendre un peu de pouvoir sur ce lieu. Et c'était assez intéressant. Et chaque fois, les projets ont dérivé comme ça pour un peu retourner les choses. Alors, la fois suivante, bon, ça devait être un projet autour du tuning automobile. L'artiste s'était imaginé que des jeunes de 14-15 ans, voilà, que la customisation de véhicules, ça pouvait les intéresser. Bon, en fait, pas trop. Et ils ont préféré customiser l'espace. Alors, la question de l'architecture revient quand même souvent. Hein. C'est un truc qui est vraiment assez central dans les préoccupations et puis aussi enfin, en même temps, c'est assez naturel. Je crois que ce qui choque le plus quand on va dans une prison, c'est d'abord le lieu, hein, l'architecture du lieu. Et donc, ils ont customisé leur quartier des mineurs et ils l'ont transformé en beach bar, enfin on va dire ça comme ça, en espèce de plage. C'était assez drôle. Puis il y a eu un vernissage, parce que parfois c'est ouvert au public. Et finalement, c'était assez drôle parce que le jour du vernissage, donc, il y avait un des détenus qui était le vigile, qui surveillait l'entrée évidemment du beach bar. Et donc le directeur de la prison lui-même était obligé de passer par le vigile pour rentrer dans le truc. Enfin, voilà, ça crée une espèce de carnaval, de retournement des valeurs qui était finalement assez jouissif et assez intéressant. Donc voilà, on arrive quand même dans toutes ces contraintes à trouver pas mal de liberté et pas mal de jeux aussi, parce que c'est finalement l'idée, c'est aussi de s'amuser un peu dans ces pratiques artistiques. Ouais, quelle histoire, c'est beau à entendre, ça me fait plaisir que ça se soit passé. Ça existe quand même plus souvent que vous l'imaginez, c'est-à-dire qu'il y a des vrais moments il y a des vrais moments de rencontre, il se passe des choses très très fortes humainement. Et aussi, justement, la construction d'un projet culturel avec eux, avec des détenus, c'est ça, c'est-à-dire leur dire qu'ils sont capables. C'est-à-dire il y a autant d'enjeux à expliquer ce qu'est la culture, à leur faire découvrir un artiste, une œuvre, que de leur dire qu'ils sont capables. Et effectivement, une performance en prison, deux performances en prison, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que même eux ne pensaient pas être capables de ça. Et ça bouleverse aussi tous les codes de la détention, c'est-à-dire ça bouleverse à la fois ces jeunes ou ces détenus, ça bouleverse les surveillants qui s'y attendaient pas, et ça donne une lisibilité aussi d'action, de démarche artistique et de ce qu'ils sont capables de produire de bien. Parce qu'en fait, je dirais que la seule chose qui manque en détention, c'est de la confiance en soi à un moment donné. Et le fait de se sentir capable de produire quelque chose et qu'on puisse, ou que je dirais, les personnes extérieures, quand on fait un vernissage, quand on a par exemple des représentants du rectorat, de la culture, que ces personnes-là puissent à un moment donné considérer leur production et leur dire qu'effectivement, ils sont capables de produire des choses dans ce contexte si particulier. C'est aussi tout l'enjeu de la culture en détention et de cette émancipation personnelle au final. Oui, et effectivement, comme vous le disiez, voilà, moi, en fait, j'ignorais tout de tout ça. Et donc, et ça m'amène à vous poser la question, Madame Toureau, comment déconstruire les stéréotypes comme ça, propres à la culture en prison, l'idée reçue que les détenus n'ont pas de culture, privés de culture, avec une médiation compatissante, enfin. Voilà, comment déconstruire?
Alors là, c'est un sacré enjeu, une sacrée question que vous me soulevez. Alors, je pense effectivement que d'abord, il ne faut pas arriver en prison en disant qu'on va enfin apporter de la culture à des gens qui n'en ont pas du tout, qu'on est les seuls à venir aider des gens dans la détresse, etc. Il n'y a rien de pire que de la pitié compatissante, les détenus le ressentent vraiment. Il ne faut pas venir avec un côté que suscite la prison, hein, un côté un peu exotique, genre je vais effectivement moi-même aussi en tant qu'artiste me confronter à un univers spécifique et que le détenu sente que finalement c'est aussi l'artiste qui vient chercher. Alors, quand on intervient en prison, c'est toujours des rapports qui sont complexes parce que le milieu suscite voilà, des choses très fortes humainement parlant. Mais en tout cas, il ne faut pas se gargariser de cette confrontation avec ce qui est représenté par l'extérieur comme des vilains personnages et que nous, on arriverait… Voilà. Donc, je pense qu'il faut avoir une posture d'humilité qu'ont la plupart des intervenants, hein, évidemment. Mais ça, je pense que c'est important. Et puis, je pense que c'est important de ne pas… sous-estimer l'expérience carcérale que vivent les détenus. Alors, moi, la recherche sur laquelle le projet culturel sur lequel j'ai mené une recherche sur assez longtemps, sur 18 mois, portait donc pas du tout sur les mêmes publics que les vôtres, Monsieur Beauce et Madame Mangas, c'était sur des détenus longue peine du coup avec des enjeux de rapport à la privation de liberté qui sont pas du tout les mêmes, avec des enjeux liés à la perspective de sortie qui est du coup aussi pas du tout les mêmes, etc. Et donc, évidemment, le projet culturel que j'ai observé offrait de fait un espace de liberté incroyable pour ces personnes détenues, qui était, comme vous l'avez très bien dit, extrêmement valorisé parce que c'était en l'occurrence un musée national de grande renommée qui venait jusqu'à eux. Le directeur de cet établissement culturel est venu rencontrer les détenus. Ça a créé un échange qu'ils ont vraiment ressenti comme d'égal à égal et qui a vraiment été extrêmement positive pour eux. Il y a eu également un vernissage avec des gens de la mairie, avec le directeur de l'administration pénitentiaire, avec le directeur de ce musée, etc., qui ont été perçus comme très valorisants. Il y a quand même eu un ensemble de tensions sous-jacentes dans ce projet et de frustrations qui ont émergé parce qu'effectivement, les détenus sont arrivés, on leur a dit, c'est vous qui créez, c'est un espace de liberté complète. Finalement, en fait, il y avait quand même des enjeux pour les deux institutions, le musée et la prison, eux-mêmes de présentation de leur projet. Et puis, les artistes m'ont très vite expliqué aussi qu'en fait, la création, ça avait des contraintes. Pour créer, il faut aussi un cadre de contraintes ça se construit dans un cadre aussi, la création. Si on dit juste à quelqu'un, faites ce que vous voulez, il ne sait pas quoi faire. Si on lui dit, voilà, vous avez du blanc, du rouge, du vert, et puis voilà, ça peut là générer de la création. Vous le diriez sûrement beaucoup mieux que moi. Je suis désolée de le présenter sûrement de manière un peu brutale. Mais en tout cas, les détenus ont senti au fur et à mesure du projet que leur espace finalement de création était réduit et était un peu limité et qu'il y avait aussi derrière ce projet culturel des enjeux de visibilisation des institutions. Et ils se sont sentis un peu pris en tension à un moment entre l'espace de liberté et cette possibilité de sortir un temps du statut de détenu et finalement la confrontation à des contraintes de création et puis à des enjeux institutionnels qui étaient plus forts. Et finalement, pour certains d'entre eux, ils ont trouvé que leur œuvre n'avait pas été pleinement valorisée, pleinement mise au banc et que finalement, c'était plus le partenariat qui avait été valorisé que leur propre création. Donc, c'est pour ça que que j'ai parlé tout à l'heure un peu d'humilité. Alors, en même temps, c'est important aussi de valoriser les partenariats parce que ça sous-tend aussi la possibilité d'autres projets, mais il faut garder un équilibre sur ce que eux, ça représente du point de vue de leur expérience carcérale et de la manière dont ça s'inscrit pour d'autres dans le cadre de politiques publiques. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais voilà, je vais réintroduire un petit peu plus de tensions qui peuvent émerger dans le cadre de projets. Oui, c'était tout à fait clair et je serais curieux d'avoir l'avis de Madame Longin et Monsieur Bourse par rapport à ces liens étroits que peuvent entretenir effectivement les institutions et les détenus.
Alors, nous, on n'est pas, on n'est pas le Louvre ou le Centre Pompidou, hein, donc je crois que les enjeux sont un peu moindres, mais euh, honnêtement, en ce qui nous concerne, en tout cas, les projets qu'on fait en prison, de toute façon, ils restent, en gros, ils restent en prison, puisque, comme le disait Linda tout à l'heure, c'est des projets dont on ne peut quasiment pas parler. Enfin, on ne peut pas transmettre d'images, donc bon, nous, on les valorise pas spécialement. Enfin, on les valorise dans nos bilans, dans nos trucs, mais sans plus, quoi. Euh, et, et- oui, c'est vrai que cette question, non, c'est pas trop posé. Alors, elle s'est posée, enfin, elle s'est posée, pas vraiment posée, mais disons que c'est toujours un moment un peu bizarre, c'est le moment du vernissage. Euh, alors, la première fois, on n'en a pas fait, donc c'était réglé. Ah si, on en a fait un, mais qui était très confidentiel, donc bon, c'était resté assez discret. Mais la seconde fois, on a fait un truc un peu plus important. Alors, quand on dit important dans une prison, c'est pas 500 personnes, hein, on devait être une quinzaine, vingtaine à tout casser. Mais en effet, il y avait des gens du rectorat, il y avait des gens, enfin, il y avait des gens un peu partout, bon, il y avait des directeurs. Et c'est vrai que là, du coup, pour les détenus, c'est un peu étrange parce que ils se retrouvent dans un monde qui n'est pas vraiment leur, faut l'avouer. Enfin, c'est pas vraiment leur truc. En plus, les vernissages, je pense que les gens n'ont jamais vraiment connu des moments de ce type. Et puis, on a eu, alors c'était très, enfin, c'était, je pense, assez bienveillant de sa part, mais peut-être un peu maladroit, le directeur de la maison d'arrêt, donc il demande à ces jeunes, bah, alors racontez-nous maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, qui était peut-être un peu, voilà, on se retrouve un petit moment un peu de flottement, on va dire. Et là, du coup, c'est vrai on se retrouve confronté à une espèce de réalité où tout d'un coup, voilà, on n'est quand même pas dans un projet artistique comme les autres. C'est-à-dire que on peut pas demander à des jeunes détenus de parler de ce qu'ils ont fait comme un artiste le ferait dans un vernissage. C'est un peu difficile, surtout comme ça, un peu au pied levé, sans préparation. Et du coup, voilà, c'est des instants comme ça mais qui sont plus maladroits qu'autre chose, parce que ça partait d'une bonne intention, je pense, et c'était plutôt pour valoriser en fait le travail que ces jeunes avaient fait. Donc voilà, je ne sais pas trop si ça complète un peu la réponse. Si, moi, Linda, peut-être que tu veux. ouais, je veux bien reprendre par rapport à ce que tu disais. Effectivement, moi je dirais que au moment où et en particulier des détenus, où on leur demande voilà, quelle est la plus-value de cette action, je dirais qu'on est en train de la perdre. C'est-à-dire que ce temps, enfin, plus ou moins, mais en tout cas ce temps fort des échanges, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vécu, quand on leur demande de le verbaliser, en fait, on les renvoie à leurs difficultés. C'est-à-dire que là, ils ont été sur un temps de création où ils ont pu produire des choses, ils ont pris confiance, ils ont été dans les échanges avec un artiste et on leur demande à ce moment-là, alors moi je suis toujours très précautionneuse par rapport à ce temps-là parce que on les met quelque part en difficulté en leur disant, ben voilà, exposés à des gens qu'on reconnaît, que l'institution reconnaît, dites-leur ce que vous avez appris. Et c'est tout le cœur du problème initial. Donc en fait, je dirais on est dans une boucle un peu compliquée à ce moment-là. Et pour ma part, c'était le cas en détention, mais c'est le cas également à l'extérieur. Je suis toujours extrêmement vigilante quant à la réexploitation des actions ou la façon dont ça va être communiqué, la façon dont ça va être diffusé. Parce que je crois que l'enjeu des actions culturelles, c'est pas de servir la presse, c'est pas d'alimenter le journal local, mais c'est bien d'apprendre, c'est bien de faire vivre une expérience particulière, une rencontre, et de bouger un petit peu les codes, et pas uniquement de communiquer sur le projet. Pour moi, le cœur du projet, c'est le projet, c'est pas ce qu'on va en faire autour. Et je fais toujours très attention justement à l'exploitation qui va être faite des images, des moments, parce que c'est pas l'enjeu. En tout cas, pour moi, c'est pas l'enjeu. Et effectivement, je reviens sur ce que disait Caroline tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être là. Moi, je suis là pour leur apprendre des choses à ce moment-là, pour les ouvrir au monde, pour leur faire découvrir ce qu'est l'art, et en particulier avec Sébastien, l'art contemporain. Et, euh, et je ne suis pas une intervenante, je suis intervenante éducation nationale, mais je ne suis pas là pour servir justement la communication des institutions à ce moment-là. Mais voilà une belle conclusion à notre sujet. Non, c'est vrai, vous avez soulevé de belles réponses à nos questions. En tout cas toute cette heure était vraiment enrichissante. Elle nous a apporté beaucoup. J'espère que pour tous ceux qui ont participé à la conférence aussi. Euh, Merci pour toutes ces réponses apportées. Si vous voulez bien, on va consacrer un peu de temps maintenant aux questions du coup du public qui nous regardait.
Bonsoir. Alors, nous avons quelques questions. Alors, c'est une question de Marie Bruno. Alors, selon vous, dans quelle mesure ces activités culturelles peuvent-elles aider les PSMJ dans leur future insertion? Donc, par exemple, Linda Lungi, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, c'est compliqué parce que je dirais, nous, c'est vraiment des actions ponctuelles, hein, contrairement à ce que décrivait Caroline sur une action beaucoup plus longue, avec peut-être des rencontres diverses et variées de partenaires culturels ou voilà, une démarche sur le long terme. Nous, ça reste quand même une action très ponctuelle. Je dirais que ce qu'on y gagne, c'est surtout le fait de leur montrer, de leur démontrer que c'est possible et que la culture, c'est pas pour les autres. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont passés, en tout cas pour les jeunes, ils sont passés peut-être pour certains, je dis bien pour certains à côté, durant leur scolarité pour différentes raisons, par manque de confiance, parce que le système scolaire était un petit peu difficile pour eux ou pour d'autres raisons. Mais il ne faut pas oublier, hein, comme je l'ai dit au tout début, hein, il y a des, par exemple, nous, on a eu en détention un jeune qui est inscrit à la Sorbonne en licence d'histoire, donc tout est possible, hein. Donc là, on parle aussi d'une catégorie de jeunes et à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est très particulier, en fait. Donc, on va construire des choses. Dans tous les cas, il y a une plus-value. Il y a une plus-value par rapport à la confiance en soi, par rapport à la capacité à se réinventer, à se dire que voilà, un musée, c'est pas que pour les autres. Ce qui est assez compliqué en détention, c'est effectivement d'amener, je dirais, l'art contemporain pour les pratiques plastiques. Mais par exemple, alors dans certains domaines, mais il y a une culture musicale qui est clairement identifiée. Il y a aussi parfois de la lecture. Et là, nous, on parle évidemment des arts plastiques ou des arts visuels, de l'art contemporain. Mais l'idée, c'est voilà, de leur dire que ce n'est pas que pour les autres. Ça peut faire partie de leur vie et qu'ils aient connaissance des institutions, qu'ils puissent à un moment donné se rendre dans un musée, pouvoir échanger aussi avec des personnes qui, a priori, ne sont pas de leur milieu, ou en tout cas tels qu'eux l'identifient au départ. Si je peux me permettre de compléter, moi, ce que j'ai beaucoup entendu aussi comme terme de retour, au-delà de la confiance, c'est aussi la connaissance de soi qui est utilisée comme ça, qui est toujours utile pour la réinsertion. Et une bonne partie de ces activités culturelles se font aussi en groupe et beaucoup ont mis aussi en valeur le fait que ça apprenait des règles tout simplement de sociabilité qui étaient parfois pas tout à fait maîtrisées, enfin, ou en tout cas, ça familiarisait les personnes qui y participaient à du collectif et que le collectif en détention, il est souvent pas valorisé et que notamment si on est sur des longues peines aussi, eh ben, c'est une première entrée en matière aussi d'intégrer un petit collectif de détenus artistes ou d'artistes détenus avec effectivement des intervenants extérieurs. C'est aussi de nouveau des rencontres avec des personnes extérieures et ça, indirectement, ça participe aussi de la réinsertion des personnes détenues. Après, il y a évidemment quelques cas de personnes qui se sont professionnalisées dans les métiers de la culture suite à des activités culturelles. Il y en a des exemples dans la BD, en tant qu'acteur, etc. Mais souvent, c'est des cas marginaux. Je pense qu'il ne faudrait pas réduire l'intérêt, la lecture de la réinsertion, de la culture comme facteur de réinsertion à ces quelques exemples. Ça participe évidemment bien plus largement à la réinsertion par un rapport à soi qui est différent et aux autres. Merci. Alors, nous avons une autre question qui vient de Lolita. Donc, concrètement, auriez-vous un exemple de projet que vous aurez mené qui vous semble réussi? Donc, par exemple, Sébastien Bourse, est-ce que vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Réussi. Les projets dont j'ai parlé, ils étaient plutôt réussis, enfin, j'espère. Non, c'est difficile. On a un peu parlé d'évaluation, mais pas trop. C'est toujours délicat de savoir quand est-ce que c'est réussi, quand est-ce que ça l'est pas, est-ce que c'est le résultat qui compte. Bon, un exemple de projet. Alors, je peux parler du dernier projet qu'on a fait dans le centre éducatif, centre éducatif fermé à Mouzon, dans les Ardennes. Alors ça, c'était sans Linda, mais voilà. Donc, il y a un centre éducatif assez particulier, puisqu'en fait, c'est un centre où on travaille la question de la réinsertion, justement, à partir de la pratique de l'équitation et de la relation entre le détenu, le jeune et le cheval.
Donc chaque jeune a un cheval, s'en occupe pendant 6 mois, et c'est à partir de ça que le travail se fait. Et donc on a fait un travail avec une artiste là-bas qui se trouve voilà, connaissait bien le monde de l'équitation, le monde du cheval. Et ensemble, ils ont travaillé autour de la question du code, de la question à la fois du langage, et ils l'ont appliqué alors, c'est un peu compliqué à expliquer parce que le projet était assez vaste, mais disons, voilà, en gros, ils l'ont appliqué à leur relation cheval et ils ont créé des vêtements pour leur cheval, des vêtements qui étaient des vêtements codés, alors voilà, avec certains messages, qui renvoyaient à la fois au monde de l'équitation, au monde du cheval, et puis aussi à leur monde à eux et à leur univers plus personnel. Et ensuite, ces vêtements, ces choses qu'ils ont faites, ils les ont eu. Donc, les chevaux étaient vêtus avec j'ai oublié le nom, je ne sais plus comment on appelle ça, là, les robes des chevaux pour les galas. Et ensuite, en fait, ça a été présenté au public dans un gala d'équitation, alors qui a lieu tous les ans là-bas. Et donc, en fait, il y a eu cette part artistique en plus dans ce gala, en plus de la partie purement équestre. Alors, c'était un projet plutôt réussi, parce que finalement, les jeunes se sont bien retrouvés. Chacun est reparti avec une photo de son. Voilà, ils ont aussi travaillé la photographie, puisque l'artiste est photographe, son travail principal est photographique. Et donc, ils sont aussi repartis avec une photo qu'ils ont réalisée eux-mêmes de leur cheval, voilà, qu'ils ont avec certaines relations particulières dans la photographie à l'animal. Et voilà, c'est un projet qui est plutôt. Qui s'est bien passé, tout le monde était content, je crois. Après, je pourrais pas en dire. C'est-à-dire que le problème, c'est que souvent, on n'a pas vraiment de retour. C'est-à-dire que moi, ces jeunes, après, ils repartent dans leur vie et il n'y a pas d'évaluation, en fait, finalement, de comment eux ont vraiment vécu la chose, qu'ils en ont retiré ou pas, ce que ça leur a pu leur apporter. Et ça, c'est quelque chose qui manque souvent. C'est même dans le quartier des mineurs, hein, Linda. C'est vrai que souvent, les jeunes, alors, tant mieux, hein, ils s'en vont, ils sortent, enfin, heureusement. Et du coup, on n'a pas vraiment le retour là-dessus, sur ce que ça a pu vraiment, un peu sur un temps un peu plus long que celui simplement de l'immédiat après coup de l'action. Et voilà, donc c'est vrai que ça rend un peu difficile l'évaluation parfois et savoir si c'est réussi ou pas. Mais voilà un exemple de projet qu'on a pu mener, enfin, en tout cas un exemple récent. Alors, merci beaucoup. Nous avons 2 questions de Pascal Lebrun-Lecordier. Nous avons la première question. Donc, quelle proportion de détenus peuvent participer à des projets artistiques et culturels? Donc, Linda Longin, est-ce que vous voulez répondre à la question? Vous pouvez préciser, au niveau de la question, qu'est-ce que vous attendez en fait de moi? Les détenus, de toute façon, on est sur la base du volontariat. C'est vrai que les actions, on les a menées une fois par an. L'idée, c'était à ce rythme-là. C'est-à-dire que moi, mon intervention en détention, elle est à 2 titres. Elle est au titre de l'éducation nationale, donc sur l'enseignement pur des arts plastiques, et effectivement, la mise en place d'une culture culturelle, donc aussi bien liée à ma discipline, comme je le ferai en collège, hein, et l'ouverture culturelle avec le FRAC, puisque pour le coup, c'est vraiment la structure avec laquelle j'aime travailler. Et après, on est effectivement sur la base du volontariat, mais c'est vrai que la plupart des détenus sont venus et ont participé avec toute la complexité qu'on a évoquée tout à l'heure. Que dire de plus? Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas en fait d'élément de réponse malheureusement à cette question, c'est-à-dire qu'on n'a pas, je ne crois pas que l'administration pénitentiaire, pour y avoir travaillé aussi pendant quelques temps, ait des chiffres stables sur quelle proportion de détenus a accès à une activité culturelle. Et puis effectivement, on l'a vu, l'activité culturelle, ça peut être aussi une fois, un soir, une conférence. Voilà, ça peut être un film, ça peut être tellement de choses que c'est très difficile d'évaluer, à part sur certains très gros projets qui sont portés, mais je pense qu'il n'existe pas de chiffres qui permettent d'évaluer la part de personnes détenues qui ont déjà été impliquées dans une activité culturelle. Et quand bien même on aurait ce chiffre, il serait très insatisfaisant pour savoir à quelle réalité finalement il renvoie, c'est-à-dire que quel type de détenu, sur quelle temporalité, quel type de projet on parle.
voilà, on n'a pas ces éléments-là, mais c'est vrai que ce serait intéressant de les avoir pour affiner la politique pénitentiaire, la politique culturelle pénitentiaire et cibler des publics qui jusqu'à présent sont écartés ou des établissements qui sont plus écartés, voilà, pour développer certains types d'activités par rapport à d'autres, etc. Mais à ce stade, moi, je pense que c'est une donnée qui n'existe pas. Enfin, je m'avance peut-être, mais… Oui, et puis surtout, d'un individu, enfin, je dirais, on peut être, par exemple, nous, avec un jeune qui va venir sur le premier jour et pour toutes les raisons liées à la détention, en fait, va se sentir complètement démobilisé le lendemain. Et ça ne tient pas au projet, en réalité, à ce moment-là, ça ne tient pas aux intervenants, ça ne tient pas au projet, ça tient effectivement à de l'affect, à de l'humain, à toute cette douleur, parce qu'il y a de la douleur en détention, hein. C'est pas quelque chose d'anodin de vivre en prison, et nous, pour le coup, on a l'expérience de jeunes, mais faut pas oublier que ce sont quand même des ados, des enfants, et que ce sont des personnes comme vous et moi en réalité, hein. Donc c'est pas tellement différent, sauf que effectivement le contexte, l'éloignement de la famille, les situations liées au jugement et tous ces facteurs-là en fait vont rentrer en ligne de compte, et il ne tient pas qu'à la volonté. Donc c'est très difficile d'évaluer, parce que effectivement quand on a une classe et que les élèves par exemple doivent être présents en classe, on sait combien d'élèves participent, on sait ce que ça va donner et on peut l'évaluer. Là, ça tient à tellement de choses extérieures, ça tient parfois à très peu de choses d'ailleurs. Donc, je dirais que chaque moment qu'on passe de culture, chaque moment d'échange, c'est du temps de gagner. Mais le quantifier, l'évaluer, c'est extrêmement compliqué. Il y a de nouveau une question de temporalité là aussi, hein, sur les activités culturelles. Alors, il y a beaucoup de temps vide en détention, mais paradoxalement, il y a quand même aussi des détenus qui ont un emploi du temps assez chargé, d'autant que les ouvertures de portes ne sont pas très amples. Les portes des cellules sont fermées à l'heure du déjeuner. Et parfois, pour certains détenus qui travaillent, qui ont des parloirs, qui ont besoin d'aller régulièrement à l'unité sanitaire, qui ont des extractions, qui doivent effectivement préparer un jugement, il y a des détenus qui, effectivement, peuvent venir de manière un peu parcimonie, voilà, parce que le temps n'est pas forcément disponible pour eux, ou que il va y avoir une conversation avec le temps de la promenade par exemple, ou la musculation, et ils vont devoir choisir entre est-ce que là aujourd'hui je vais à la musculation ou est-ce que je continue le projet, et c'est pas des marques de désinvestissement. Et puis il y a aussi des éléments qu'on n'a pas évoqués encore jusqu'à présent, mais il y a des enjeux relationnels entre les détenus, puisque le groupe peut très bien fonctionner, mais néanmoins, il se passe tout un ensemble de choses entre détenus, mais par ailleurs aussi entre détenus et personnel de surveillance. On n'a quasiment pas abordé non plus la question de la place des personnels de surveillance dans ces projets culturels, mais là aussi, c'est des facteurs importants pour déconstruire des représentations et leur implication, le fait de faire attention à ce qu'ils ne ressentent pas le sentiment qu'on fait encore tout pour les détenus et qu'on les exclut du processus. Ça aussi, c'est important, à la fois pour l'implication, pour que les détenus puissent se rendre dans ces espaces culturels, dans ces projets culturels, mais aussi pour qu'il y ait de l'engouement au niveau de l'ensemble de la prison et qu'il y ait des barrières qui tombent sur un ensemble de représentations. Je mets un peu beaucoup d'éléments en même temps, mais parce que en fait, ça mixe aussi tout ça, la réussite ou non d'un projet culturel. Et puis donc, pour les relations entre détenus, il peut y avoir des tensions entre des détenus qui sont complètement ignorés par les intervenants extérieurs ou par le personnel de surveillance, et qui font qu'un détenu va venir et ne va pas venir à l'activité dans laquelle il est engagé. Merci. Donc, on va aborder la dernière question. Donc, la notion de droit culturel est-elle mobilisée explicitement par les acteurs de ces différents projets? Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ces questions, Caroline Toureau, s'il vous plaît? Alors, je vais partiellement répondre, et puis je vais redonner la parole. Moi, je n'ai pas vu tous les intervenants. Moi, le terme que j'ai le plus entendu, c'est plutôt démocratisation culturelle du point de vue des personnels culturels qui venaient faire des projets, et du point de vue des personnels pénitentiaires qui soutiennent le développement de projets culturels, j'entends plutôt le terme de réinsertion. J'avoue que j'ai moins entendu le terme le droit d'accès à la culture pour tous, si ce n'est que c'est comme ça que c'est formalisé dans les partenariats au niveau national, hein, dans la convention entre les ministères de la culture et le ministère de la justice.
ces termes qui sont avancés. Voilà. Moi, les deux termes que j'entends le plus pour justifier les projets, c'est réinsertion et démocratisation culturelle, plus qu'accès au droit. Mais peut-être que vous allez me contredire ou me nuancer. Non, bah, les droits culturels, oui, c'est un terme que même nous, on n'utilise pas trop finalement. Enfin, c'est bon. En gros, on retombe un peu sur les mêmes choses, hein, mais non, pour la prison, en tout cas, on l'a pas, voilà, on l'utilise pas, mais on pourrait. Hein, ça rentre, enfin, ça rentre pleinement voilà, dans cette question-là. Donc, mais après, c'est de la terminologie. Comme je le disais, c'est des projets dont on ne parle pas trop finalement et qu'on valorise pas tant que ça. Donc, on n'a pas tant que ça l'occasion d'en parler. Le fait que ce soit reconnu comme un droit, ça peut quand même mais oui, mais c'est important. évoquer l'idée. Évidemment. Voilà, d'abord, Oui. c'est important, et puis on pourrait imaginer qu'il y a un droit opposable du coup, voilà, avec des détenus qui se positionneraient en disant qu'ils n'ont pas accès à tel droit alors que ce droit leur est reconnu. Donc, ça peut juridiquement avoir un certain nombre d'implications. Donc, je pense que c'est essentiel, mais c'est vrai que ce n'est pas le vocable, je crois, qui est le plus couramment utilisé. Merci beaucoup. Je vais laisser du coup la parole à mon camarade. Merci. Et oui, comme le disait Myriam, merci. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, les nôtres, celles du public. C'était vraiment très intéressant de voir vos interventions à chacune de vous. Merci Linda Longin, merci Sébastien Bourse et Caroline Toureau. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais non, merci. Et puis voilà, cette conférence, elle sera disponible en ligne sur la page Facebook des rencontres de la Sorbonne. Vous pourrez la visionner à nouveau si vous voulez. Et j'en profite pour vous dire que mardi prochain aura lieu une autre conférence autour des enjeux toujours de culture et pouvoir, mais cette fois-ci avec l'angle du territoire. Voilà. Rendez-vous mardi prochain, peut-être. En tout cas, encore merci à vous. C'était très intéressant de vous avoir avec nous. Merci. Belle soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.